Le livre qui parle vous propose d'écouter L'homme invisible de Herbert George Wells, interprété par Olivier Martineau et enregistré par Florentin de Castelbajac au studio Coppelia. Chapitre 3. Les 1001 bouteilles. C'est le 29 février, au commencement du dégel, que le singulier personnage était tombé des nues à Epping. Le lendemain, on apporta ses bagages à travers la neige fondue. C'étaient des bagages bien remarquables. Il y avait 2 malles, tels que le premier venu peut en posséder, mais en outre, il y avait une caisse de livres gros et lourds, dont quelques-uns couverts d'un grimoire manuscrit incompréhensible, et une douzaine au plus de mannes, de boîtes, de coffres, contenant certains objets enveloppés dans de la paille. Des bouteilles de verre, à ce qu'il parut à Hall, lequel curieux arrachait la paille comme par hasard. L'étranger bien emmitouflé, avec son chapeau, son pardessus, ses gants, son cache-nez, avait manifesté l'intention d'aller au-devant de Fearenside et de sa voiture, tandis que Hall, cherchant l'occasion d'offrir son aide, risquait quelques mots de bavardage. Il sortit sans prendre garde au chien de Fearenside, qui flairait en amateur les jambes de Hall. « Allez, arrivez donc avec ces caisses, vous m'avez assez fait attendre. » Et il descendit le perron, se dirigeant vers l'arrière du chariot, comme pour mettre la main sur la malle la plus petite. Le chien de Fearenside ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se hérissa et se mit à grogner d'une manière farouche. L'autre avait à peine fait les premiers pas que l'animal sauta d'abord d'une façon inquiétante, puis s'élança bientôt sur la main. « Oust !» cria Hall en reculant, car il n'était pas brave. Fearenside hurla « Allez, couchez !» et prit son fouet. Tous deux virent les dents du chien effleurer la main. La bête exécuta un saut de côté et saisit la jambe de l'étranger. Le pantalon se déchira avec un bruit sec. Alors, la fine pointe du fouet de Fearenside atteignit le coupable, et celui-ci, aboyant de peur, se réfugia sous la voiture. Cela fut l'affaire d'une demi-minute. Personne n'avait parlé, tout le monde avait crié. L'étranger jeta un coup d'œil sur son gant déchiré, sur sa jambe, fit comme s'il voulait se baisser, puis se redressa brusquement et franchit le perron pour entrer dans l'auberge. On l'entendit traverser précipitamment le corridor et grimper jusqu'à sa chambre l'escalier sans tapis. « Ah, la sale bête !» fit Fearenside, sautant de la voiture avec son fouet à la main, tandis que le chien sous la voiture le suivait du regard. Hall était resté bouche béante. « Il aura été mordu, dit-il. Je ferais bien d'y aller moi-même. » Il suivit l'étranger. Dans le couloir, il rencontra Madame Hall et lui apprit le méfait du chien. Il monta rapidement l'escalier. La porte du voyageur était entrebâillée. Il la poussa, l'ouvrit, et entra sans cérémonie. La nature l'avait fait d'humeur familière. Le store baissé, la pièce était sombre. Il ne fit qu'apercevoir une chose tout à fait singulière, comme un bras sans main, s'agitant dans sa direction, et une figure à peine indiquée par 3 gros points noirs sur du blanc, pareil aux taches marquées sur une pensée jaune. En même temps, il recevait un coup violent à la poitrine. Il était rejeté en arrière. La porte lui retombait sur le nez, la clé tournait dans la serrure. Tout cela fut si rapide qu'il ne put rien distinguer. Des formes vagues en mouvement, une poussée, un choc, rien de plus. Il resta abasourdi sur le palier obscur, se demandant avec terreur ce qui s'était passé. 2 minutes, et il rejoignit le petit groupe qui s'était réuni devant la maison. Il y avait là Fearenside, racontant pour la seconde fois l'incident du chien. Il y avait là Madame Hall, se plaignant que ce chien mordît ses voyageurs. Il y avait là, en curieux huckster, le boutiquier d'en face, et en arbitre, Sandy Wadgers qui venait de sa forge. Puis des femmes et des enfants, tous parlant à tort et à travers. « Je ne me laisserai pas mordre, moi je vous en réponds.
Il devrait être défendu d'avoir de pareils animaux. Pourquoi l'a-t-il mordu? Et le reste à l'avenant. M. Hall, qui les examinait et les écoutait du perron, n'était plus sûr maintenant d'avoir vu là-haut quelque chose de si étrange. D'ailleurs, son vocabulaire était trop limité pour lui permettre de traduire ses impressions. Il prétend n'avoir besoin de personne, répondit-il, à une question de sa femme. Il vaudrait mieux rentrer ses bagages à l'intérieur. Il aurait dû cautériser la plaie immédiatement, prononça M. Huxter. Surtout si elle est à vif. Moi, je tuerais la bête, voilà ce que je ferais, dit une femme dans le groupe. Tout à coup, le chien se mit à grogner de nouveau. Venez donc, allons, cria sous la porte une voix courroucée. L'inconnu était là, bien enveloppé, le col relevé, le bord du chapeau rabattu sur les yeux. Plus vite vous aurez rentré tout cela, plus je serai content. Il est établi par le témoignage universel qu'il avait changé de pantalon et de gants. « Êtes-vous blessé, monsieur ?» demanda Fearenside. « Je suis tout à fait désolé que cet animal... » « Non, pas du tout. Il ne m'a pas entamé la peau. Allons, vite, dépêchez-vous. » Puis il grommela quelque chose, affirma M. Hall. Dès que la première manne eut été, conformément à ses ordres, apportée dans le salon, l'étranger se jeta dessus avec une ardeur incroyable et en commença le déballage, éparpillant la paille, sans égard pour le tapis de Madame Hall. Il en tira des bouteilles petites et ventrues contenant des poudres, des bouteilles petites et longues contenant des liquides colorés ou incolores, des bouteilles clissées en verre bleu, étiquetées « poison », des bouteilles à panse ronde et à col élancé, d'énormes bouteilles en verre vert, d'énormes bouteilles en verre blanc, des bouteilles avec des bouchons de cristal et des étiquettes, des bouteilles avec des bouchons de liège, des bouteilles avec des bondes, des bouteilles à chape de bois, des bouteilles à vin, des bouteilles à huile, etc. Il les mettait en rang sur le chiffonnier, sur la cheminée, sur la table devant la fenêtre, sur le parquet, sur les rayons à livres, partout, partout. Le pharmacien de Bramblehurst n'aurait pu se vanter d'en posséder autant dans sa boutique. C'était une vraie curiosité. Les mannes, les unes après les autres, produisaient toujours des bouteilles. Enfin, quand tout cela fut vidé, la paille d'emballage montait à la hauteur de la table. Les seules choses qui sortirent de là, avec des bouteilles, ce furent un grand nombre d'éprouvettes, de tubes, et une balance soigneusement empaquetée. Le contenu de ces paniers n'était pas plus tôt déballé que l'étranger vint à la fenêtre et se mit à l'ouvrage, sans prendre souci le moins du monde, ni de la paille sur laquelle il marchait, ni du feu qui était éteint, ni de la caisse de livres, ni des malles que l'on avait aussi montées. Quand Madame Hall lui apporta son dîner, il était déjà absorbé par son travail et occupé à verser dans des tubes quelques gouttes de ses bouteilles. Il l'entendit seulement après qu'elle eut balayé le plus gros et posé le plateau sur la table. Non peut-être sans quelque mauvaise humeur, causée par l'état dans lequel elle voyait son plancher. À ce moment, il remua la tête, et tout aussitôt il se retourna. Elle vit du moins qu'il avait ôté ses lunettes. Elles étaient à côté de lui sur la table. Il lui sembla que ses orbites étaient singulièrement creuses. Il reprit ses verres, pivota et lui fit face. Elle allait se plaindre de la paille qui jonchait le plancher lorsqu'il la devança. « Je vous prie de ne jamais entrer sans frapper », lui dit-il avec une exaspération anormale, qui paraissait chez lui caractéristique. « J'ai frappé, probablement que... peut-être bien, mais dans mes recherches, des recherches vraiment très urgentes et très importantes, le plus léger trouble, le bruit d'une porte, je suis obligé de vous demander... » « Parfaitement, monsieur. S'il en est ainsi, vous pouvez fermer à clé, n'est-ce pas? Quelquefois... » « Bonne idée, » répliqua l'étranger. « Cette paille, si j'osais observer... » « Inutile. Si cette paille vous gêne, portez-la sur la note. » Il murmura quelque chose entre ses dents, des mots suspects, comme des malédictions. Il était là, debout, si bizarre, si agressif, une bouteille dans une main, un tube dans l'autre,
que Madame Hall eut une sorte d'inquiétude. Mais c'est une femme résolue. En ce cas, je désirerais savoir, monsieur, à combien vous estimez... 1 shilling, mettez 1 shilling, c'est assez, n'est-ce pas, 1 shilling. Soit, dit Madame Hall, prenant la nappe et commençant à l'étendre sur la table. Il s'assit le dos tourné, ne montrant plus que le col de son paletot. Il travailla jusqu'au soir, la porte fermée à clé, et ainsi qu'en témoigna Madame Hall, silencieusement, presque tout le temps. Une fois pourtant, il y eut un choc de bouteilles heurtées les unes contre les autres, comme si la table avait été bousculée, suivi d'un fracas de verre brisé sur le plancher, puis des pas à travers la chambre. Craignant quelque malheur, Madame Hall vint écouter à la porte, sans oser frapper. « Je ne peux pas continuer, répétait-il avec désespoir. Non, je ne peux pas continuer. 300 000, 400 000, c'est l'infini. Voler. Cela peut me prendre toute ma vie. Patience, patience donc. Insensé, insensé. » On entendait en bas, dans le bar, un grand bruit de souliers à clous. Et, bien à contre-cœur, Madame Hall finit par renoncer à la suite de ce soliloque. Quand elle revint, la chambre était de nouveau silencieuse, moins le léger craquement du fauteuil et parfois le choc d'une bouteille. Tout était fini. L'étranger avait repris son travail. En lui apportant le thé, elle vit des éclats de verre dans un coin, sous le miroir à barbe, et une tache dorée qui avait été sommairement essuyée. Elle la fit remarquer. « Portez-la sur la note, » répondit aigrement le voyageur. « Pour l'amour de Dieu, ne m'ennuyez point. S'il y a quelques dégâts, vous l'ajouterez sur la note. » Et il se remit à consulter une liste dans le cahier ouvert devant lui. « Je vais vous dire une chose, » annonça Fearenside d'un petit air mystérieux. L'après-midi s'avançait, et l'on se trouvait dans le petit débit de bière d'Epping. « Hein » dit Teddy Henfrey. « Ce gaillard dont vous me parlez, que mon chien a mordu. Eh bien, c'est un nègre. Du moins, ses jambes sont noires. J'ai vu cela à travers la déchirure de son pantalon, comme à travers la déchirure de son gant. Vous vous seriez attendu, n'est-ce pas, à avoir quelque chose de rose? Eh bien, pas du tout. Tout à fait noir. Je vous affirme qu'il est aussi noir que mon chapeau. » « Parbleu, » s'écria Henfrey, « c'est un cas étrange tout de même. Pourquoi donc son nez est-il aussi rosé que s'il était peint? » « C'est exact, » répliqua Fearenside, « je le reconnais. Mais je dis ce que je pense. Cet homme est un homme pie, Teddy. Noir ici et blanc là, par taches. Et il en est honteux. C'est une espèce de métis. La couleur lui est venue par plaques au lieu d'être fondue. J'ai déjà entendu parler de ça. C'est d'ailleurs ce qui arrive communément pour les chevaux, comme chacun sait. Chapitre 4. Une interview. J'ai rappelé avec détail les circonstances de l'arrivée de l'étranger à Epping, afin que le lecteur puisse comprendre la curiosité qu'excita cet homme. Mais, sauf 2 incidents bizarres, son séjour jusqu'à la fête du village peut être très brièvement raconté. Il y eut bien sûr quelques escarmouches avec Madame Hall à propos de questions domestiques. Cependant, chaque fois jusqu'à la dernière dispute en avril, dès qu'il voyait poindre les premiers symptômes de ladrerie, il lui imposait silence par l'expédient commode d'une indemnité spéciale. Hall n'aimait point son hôte, et toutes les fois qu'il l'osait, il parlait de la nécessité de se débarrasser de lui. Mais il dissimulait son antipathie avec soin, et le plus possible, évitait l'inconnu. « Prenez patience jusqu'à l'été, » répétait sagement Madame Hall, « jusqu'au moment où les artistes commencent à venir. Alors, nous verrons. Il est sans doute bien arrogant, mais il n'y a pas à dire, une note ponctuellement payée est une note ponctuellement payée. » L'étranger n'assistait pas aux offices, et ne faisait aucune différence entre le dimanche et les jours de la semaine. Il travaillait, d'après Madame Hall, très irrégulièrement. Quelquefois, il descendait de très bonne heure et il paraissait très affairé. D'autres jours, il se levait tard, il arpentait sa chambre, il s'agitait bruyamment des heures entières, il fumait, il dormait dans son fauteuil auprès du feu. De communication avec le monde, hors du village, il n'en avait aucune. Son humeur demeurait très inégale.
Le plus souvent, ses manières étaient d'une irritabilité presque insupportable. Souvent, des objets furent brisés, déchirés, écrasés, broyés dans des accès de violence. Son habitude de se parler tout bas à lui-même allait augmentant. Mais, quoique Madame Hall écoutât avec soin, elle ne pouvait trouver ni queue ni tête au discours qu'elle entendait. Le voyageur paraissait rarement le jour, mais au crépuscule, il partait bien enveloppé, la figure encapuchonnée, que le temps fût froid ou chaud, et il choisissait les chemins les plus solitaires et les plus ombragés ou les plus encaissés. Ses gros yeux, dans son visage de spectre, sous le bord du chapeau, émergeaient soudain de l'obscurité, apparition désagréable pour les habitants qui rentraient au logis. Teddy Henfrey, sortant vivement, un soir à 9h30 de l'habit rouge, fut honteusement effrayé par la tête de mort du voyageur. Il se promenait le chapeau à la main, qu'une porte ouverte à l'improviste mit en pleine lumière. Tous les enfants qui le voyaient à la chute du jour rêvaient de fantômes. On ne savait pas s'il craignait les gamins plus qu'il n'en était craint, ou inversement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait de part et d'autre antipathie profonde. Il était inévitable que dans un village comme Iping, un personnage d'allure si originale et de mœurs si singulières fut souvent le sujet des conversations. Sur l'emploi de son temps, l'opinion était très divisée. Madame Hall était sur ce point très susceptible. À toutes les questions, elle répondait que c'était un faiseur d'expérience. Et elle appuyait à peine sur les syllabes, en personne qui craint de se compromettre. Lui demandait-on ce qu'était un faiseur d'expérience, elle répliquait avec un petit ton de supériorité que les gens instruits savent cela. Et elle ajoutait alors qu'il découvrait des choses. Son client, affirmait-elle, avait eu un accident qui pour un temps lui avait décoloré le visage et les mains. Il tenait à ce que l'on ne le remarquât point. Malgré ces dires, il y avait une idée généralement admise, à savoir que c'était un criminel s'efforçant d'échapper à la justice et s'enveloppant de mystère pour se dérober à l'œil de la police. Cette idée avait germé dans la cervelle de M. Teddy Henfrey. Pourtant, à la connaissance du public, aucun crime important n'avait été commis vers le milieu ou la fin de février. Perfectionné par l'imagination de M. Gould, l'instituteur adjoint, cette croyance prit une autre forme. L'étranger était un anarchiste déguisé qui préparait des matières explosives. Et M. Gould entreprit, autant que ses loisirs le lui permettaient, de le démasquer. Ses opérations consistaient surtout à dévisager le bandit, chaque fois qu'il se rencontrait, ou à interroger des gens qui, n'ayant jamais vu l'inconnu, ne savaient pas de quoi on leur parlait. Il ne découvrit rien du tout. Un autre parti suivait M. Fearenside, et l'on admettait que le voyageur était pie, ou quelque chose dans ce goût-là. Ainsi, par exemple, Silas Durgan affirmait que si le phénomène voulait se montrer dans les foires, il ferait fortune rapidement. Étant un peu théologien, il le comparait à l'homme de la parabole, qui n'avait qu'un seul talent. Toutefois, une autre opinion encore avait cours. L'étranger était un maniaque inoffensif. Ceci avait l'avantage de tout expliquer. Mais, entre ces deux principaux groupes, il y avait les esprits hésitants et les esprits conciliants. Les gens du Sussex ont peu de superstition, et ce ne fut qu'après les événements des premiers jours d'avril que le mot de surnaturel fut pour la première fois chuchoté dans le village. Mais alors d'ailleurs, il n'y eut que des femmes pour admettre cette idée. Quoi que l'on pensât de lui, tout le monde à Iping s'accordait à ne pas aimer cet étranger. Sa nervosité, compréhensible pour des citadins adonnés aux travaux intellectuels, était pour ces placides villageois du Sussex un objet d'étonnement. Ses gesticulations furieuses, qu'il surprenait de temps en temps, sa démarche précipitée, quand la nuit bien tombée l'invitait aux promenades tranquilles, sa manière de repousser toutes les avances de la curiosité, son goût pour l'ombre, qui le conduisait à fermer ses portes, à baisser ses stores, à éteindre ses bougies et ses lampes. Qui donc ne se fût préoccupé de pareilles allures? On s'écartait un peu quand il descendait le village. Et quand il était passé, les gamins moqueurs relevaient le col de leurs vêtements, rabattaient les bords de leurs chapeaux,
emboîtait le pas derrière lui, singeant sa démarche mystérieuse. Il y avait à cette époque une chanson populaire, intitulée Le Croque-Mitaine. Mademoiselle Satchel l'avait chantée au concert de l'école, au profit de l'éclairage du temple. Depuis lors, toutes les fois que plusieurs villageois étaient réunis, si l'étranger venait apparaître, les premières mesures de cet air partaient du groupe, sifflaient plus ou moins haut. Aussi, le soir, les enfants criaient-ils sur son chemin « Croque-mitaine », quitte à décamper aussitôt prudemment. Cuss, l'empirique du pays, était dévoré par la curiosité. Les bandages excitaient son intérêt professionnel. Les 1001 bouteilles éveillaient sa jalousie. Pendant tout avril et tout mai, il souhaita une occasion de parler à l'étranger. Enfin, aux environs de la Pentecôte, n'y tenant plus, il imagina comme prétexte une liste de souscriptions en faveur d'une infirmière communale. Il découvrit alors avec étonnement que M. Hall ignorait le nom de son hôte. Il a donné un nom, affirmation tout à fait gratuite, mais je ne l'ai pas bien entendu, déclara Madame Hall, tant il lui semblait bête de ne pas être mieux renseigné. Cuss frappa à la porte du salon et entra. Un juron parfaitement net lui répondit de l'intérieur. « Excusez mon importunité, dit Cuss. » Puis la porte se referma, empêchant Madame Hall de saisir la suite de la conversation. 10 minutes durant, elle perçut le murmure des voix, puis un cri de surprise, un remuement de pieds, la chute d'une chaise, un éclat de rire, des pas rapides, et Cuss reparut la face blême, regardant par-dessus son épaule. Il laissait la porte ouverte, et sans y faire attention, il passa en courant dans la grande salle et descendit les marches. Elle entendit le bruit de sa course précipitée. Il tenait son chapeau à la main, elle restait debout derrière son comptoir, les yeux tournés vers le salon. L'étranger sourit tranquillement, puis ses pas traversèrent la pièce. Mais elle ne put voir sa figure de l'endroit où elle était. La porte du salon battit violemment et la scène redevint silencieuse. Cuss alla tout droit jusque chez Bunting, le pasteur. « Suis-je fou » cria-t-il brusquement. En pénétrant dans le petit cabinet de travail, ai-je l'air d'un fou ? Qu'est-il donc arrivé ? Interrogea le pasteur, en posant une ammonite sur les feuilles volantes de son prochain sermon. Cet individu de l'auberge. Eh bien, donnez-moi quelque chose à boire, continua Cuss. Et il s'assit. Quand ses nerfs furent calmés par un verre de sherry à bon marché, la seule boisson que put offrir le brave pasteur, il lui parla de la visite qu'il venait de faire. J'entrai, dit-il, haletant, et je lui demandai son obole pour l'infirmière que nous voulons avoir. Il avait fourré ses mains dans ses poches, il se laissa tomber lourdement sur sa chaise. Il huma l'air. J'avais appris, ajoutai-je, qu'il s'intéressait aux choses de la science. Il fit oui, il renifla de nouveau. Il continua, d'ailleurs, de renifler tout le temps. Évidemment, il venait d'attraper un rhume infernal. Ce n'est pas étonnant, vêtu comme il l'est. Je débitais mon histoire d'infirmière en même temps que j'observais. Partout des bouteilles, des produits chimiques, une balance, des éprouvettes. Dans l'air, une odeur de prime vert. Consentait-il à souscrire ? Il répondit qu'il verrait. Alors, de but en blanc, je lui demandai s'il faisait des recherches. Il me dit que oui. Longues, ces recherches ? Le voilà qui se fâche. Des recherches diablement longues, clame-t-il comme s'il faisait explosion. Oh, m'écriai-je, voilà l'origine de la scène. Mon homme était à bout de patience, ma question le fit éclater. On lui avait donné une formule extrêmement précieuse. Pourquoi faire ? Il ne voulait pas le dire. Était-ce une ordonnance ? Que le diable vous emporte, mêlez-vous de vos affaires. Je m'excuse. Il prend un air digne, tousse, renifle et se calme. Il va lire sa formule. 5 éléments. Il la pose sur la table, il tourne la tête. Un courant d'air venu de la fenêtre soulève le papier. Un souffle, un bruissement. Travailler dans une chambre avec une cheminée allumée, dit-il. Je vois une lueur, et voilà l'ordonnance qui prend feu et qui s'envole. Lui de se précipiter, au moment précis où il passait dans le tuyau. Alors, dans son émotion, voilà son bras qui sort. « Hein » fit Bunting. « Pas de main, rien qu'une manche vide, Seigneur. » Je pensais, c'est une difformité, il a, je suppose, un bras artificiel, et il l'aura perdu.
Il y avait là évidemment quelque chose de singulier. Pourquoi diable cette manche reste-t-elle en l'air, s'il n'y a rien dedans? Il n'y avait rien dedans, vous dis-je. Rien, rien, du haut en bas. Mon regard plongeait jusqu'à l'épaule, et un peu de jour passait par une déchirure du vêtement. Bon Dieu, m'écriai-je. Alors il s'arrêta. De ses gros yeux blancs à fleur de tête, il jeta un regard sur moi, puis sur sa manche. Ensuite, c'est tout. Il ne dit pas un mot. Ses yeux brillèrent, et rapidement il enfonça la manche dans sa poche. Je disais donc, reprit-il, que ma formule brûlait, n'est-ce pas? Il poussa un grognement d'interrogation. Mais comment diable, demandai-je, pouvez-vous remuer une manche vide? Une manche vide? Oui, une manche vide. C'est vide? À l'instant même il se leva, je me levai aussi. Et donc, une manche vide. Vous avez vu que c'était une manche. 3 pas, il fut auprès de moi, il renifla méchamment, je ne bronchai point. Pourtant je veux être pendu si cette grosse boule, avec ses bandeaux et ses œillères, marchant sur vous tranquillement, n'avait pas de quoi faire perdre contenance à n'importe qui. Vous avez dit, je crois, continua-t-il, que c'était une manche vide. Ah oui, je l'ai dit. Moi je recule épouvanté devant cet énergumène, la figure découverte, sans lunettes, me dévisageant. Tout doucement, il retire sa manche de sa poche et tend son bras vers moi, comme pour le montrer de nouveau. Il fait cela très très lentement. Je regardais, cela dure un siècle. Eh bien, répétai-je, faisant effort pour parler, il n'y a rien dedans. Il fallait bien dire quelque chose. Je commençais à avoir peur. Je pouvais voir jusqu'au fond de sa manche. Il l'avançait vers moi, lentement, lentement comme ceci, jusqu'à 6 pouces de mon nez. C'est une chose étrange, allez, de voir une manche vide se tendre ainsi vers vous. Alors, quelque chose, comme un index et un pouce, me pinça le nez. Bunting se prit à rire. Il n'y avait rien dedans, s'écria Cuss, et sa voix s'éleva en un cri perçant sur ce dedans. C'est facile de rire, mais je vous l'assure, j'étais si affolé que je frappai violemment cette manche. Je me retournai, je m'enfuis de la chambre, je le plantai là. Cuss s'arrêta. Il n'y avait pas à se méprendre sur la sincérité de sa terreur. Il tournait sur lui-même, dans un état de grande faiblesse. Il but un second verre du mauvais sherry de l'excellent ministre. Quand je frappai la manche, ce fut tout à fait comme si je touchais un bras. Il n'y avait pourtant pas de bras, pas l'ombre de bras. Bunting réfléchit. Il regardait Cuss avec inquiétude. C'est une histoire bien curieuse. Il avait pris un air très prudent et très grave. En vérité, répéta M. Bunting, avec l'emphase d'un juge, c'est une histoire bien curieuse. Chapitre 5. Un voleur au presbytère. Les détails du vol commis au presbytère nous ont été rapportés en grande partie par le pasteur et sa femme. Il fut commis à l'aube le lundi de la Pentecôte, jour consacré à Epping, à des réjouissances publiques. Madame Bunting s'éveilla tout à coup, dans le silence qui précède l'aurore, avec la conviction que la porte de la chambre à coucher avait été ouverte, puis refermée. Elle n'appela pas son mari tout de suite, mais elle s'assit sur son lit et tendit l'oreille. Elle distingua alors le sourd poum, poum, poum de pieds déchaussés, sortant du cabinet de toilette contigu et suivant le corridor dans la direction de l'escalier. Dès qu'elle en fut bien sûre, elle secoua le plus doucement possible le révérend M. Bunting. Il ne frotta point d'allumettes, il mit ses besicles, il passa la robe de chambre de sa femme, il enfila ses pantoufles et alla sur le palier pour écouter. Il entendit très bien remuer en bas, dans son bureau. Puis, un éternuement sonore. Il rentra dans sa chambre, se munit de la première arme qui lui tomba sous la main, le tisonnier.
et descendit l'escalier en prenant 1000 précautions. Madame Bunting resta sur le carré. Il était environ 4 heures du matin. Ce n'était déjà plus la profonde obscurité de la nuit. Une faible clarté régnait dans le vestibule. Mais le cabinet de travail, dont la porte était entrebâillée, était noir. D'ailleurs, silence absolu. Rien que le léger craquement des marches sous les pas de M. Bunting, et dans le cabinet de vagues bruits. Alors un tiroir fut ouvert. On perçut un froissement de papier, puis un juron, une allumette frottée, et la pièce fut éclairée d'une lumière blonde. M. Bunting était à ce moment dans le vestibule, et à travers la fente de la porte, il pouvait voir le meuble ouvert et une bougie allumée. Mais le voleur, il ne l'apercevait point. Il restait là dans le vestibule, ne sachant que faire. Madame Bunting, blême et haletante, s'était glissée jusqu'en bas derrière lui. Une considération leur donna du courage. La conviction que le cambrioleur était un habitant du village. Ils entendirent un tintement. Ils comprirent que le voleur avait trouvé l'or mis en réserve pour les dépenses du ménage. En tout, 2,5 livres. Cela décida M. Bunting à brusquer les choses. Ayant assuré le tisonnier dans sa main, il s'avança, suivi de près par Madame Bunting. « Rendez-vous !» cria-t-il avec colère. Puis il s'arrêta stupéfait. La pièce semblait parfaitement vide. Cependant, il venait d'y entendre remuer quelque chose. Leur certitude était absolue. Pendant une demi-minute peut-être, ils restèrent ébahis. Puis Madame Bunting traversa le cabinet et regarda derrière le paravent, tandis que son mari, par une inspiration semblable, regardait sous le bureau. Madame Bunting secoua les rideaux de la fenêtre. M. Bunting inspecta la cheminée, l'explorant avec le tisonnier. L'un fouillait la corbeille à papier, l'autre le seau à charbon. Enfin, ils finirent par s'arrêter et demeurèrent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.